LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi, le magazine de la mobilité durable. Partons en voyage, suivez-nous ce mois-ci à San Francisco, Berlin, Paris et Tours pour découvrir leur tramway. Pas un qui ressemble à l'autre, du plus ancien tout en bois qui craque, au plus récent tout en reflet intégré dans le paysage par l'artiste Daniel Buren. Mais en réalité, tous les trams répondent aux mêmes impératifs. Préservation de l'environnement, économie d'énergie, affirmation de l'identité d'une ville. Vous l'avez compris, ce numéro est consacré aux rails de proximité. Au sommaire, que deviendrait San Francisco sans ses célèbres cable cars? Vous allez découvrir le secret de leur fonctionnement, rien n'a changé depuis près de 250 ans. Le tram a révolutionné les transports urbains au 19e siècle, mais le rail peut-il encore nous surprendre? Réponse à Berlin dans la chronique de Gérard Felzer sur le rail du futur. Comment insérer des rails, des arrêts, des rames dans un paysage classé au patrimoine mondial par l'UNESCO? C'est le défi relevé entre autres par l'artiste Daniel Buren à Tours. Longue de 32 km, elle embrasse amoureusement Paris mais ne sert pratiquement plus à rien. Les projets fleurissent pour donner une nouvelle vie à la petite ceinture, l'ancienne ligne de chemin de fer parisien. San Francisco, son pont suspendu, ses rues en pente et son cable car. Le plus célèbre des tramways enregistre un double record. Construit en 1873, il est le premier tramway à traction au monde. Il est aussi le dernier en fonctionnement. Son image vous semblera familière, il est le protagoniste de nombreux films, mais que représente-t-il pour les habitants de Frisco? Et surtout, comment fonctionne-t-il aujourd'hui encore? Direction la côte ouest. On l'entend bien souvent avant de le voir. Le cable car escalade les collines de San Francisco depuis près d'un siècle et demi, reliant le centre-ville à la baie. Les voitures sont tirées par un câble circulant en permanence sous la route selon le principe de la remontée mécanique. Au poste de commande, le gripman, littéralement celui qui agrippe le câble. Ça, c'est un grip. Ça marche comme un étau. Le câble avance toujours à une vitesse constante de 15 km/h. Ce levier va se resserrer sur le câble comme un étau, et donc le câble va nous tirer. Ce levier ici à droite, c'est le frein principal. Quand je tire vers l'arrière, ça soulève la voiture, ça transfère le poids des roues sur 4 morceaux de bois. Ces morceaux de bois, ce sont les freins. Pour ralentir la voiture, le gripman utilise également ses pédales qui actionnent des freins sur les roues. Et en cas d'urgence, cette poignée rouge à gauche, c'est le frein d'urgence. Si on a un cable car incontrôlable et qu'on ne peut plus arrêter, on tire ça et on prie pour que ça marche. Ces cable cars sont vieux. Le système est vieux, mais il est efficace. Efficace et unique au monde. Le cable car est aujourd'hui le dernier tramway à traction en service. Il est devenu l'icône de la ville et l'une des attractions les plus prisées des touristes. Le cable car a été inventé en 1873 par un certain Andrew Smith Halidi pour gravir en toute sécurité les collines pentues de San Francisco. San Francisco, comme de nombreuses villes du 19e siècle, accueillait de plus en plus de gens qui ne pouvaient se permettre d'avoir des chevaux et des attelages. C'étaient des immigrants pauvres et des travailleurs pauvres qui avaient besoin d'un moyen de transport pour aller au travail et rentrer chez eux. Le cable car a été inventé pour fournir un moyen de transport urbain fiable et sûr. À l'époque, la technologie est révolutionnaire. Jusqu'à 23 lignes quadrillent la ville de part en part. L'arrivée des tramways électriques à la fin du 19e et le tremblement de terre de 1906 sonnent la fin de l'âge d'or des cable cars. Petit à petit, ils sont remplacés par les tramways et les bus. Mais les cable cars ont conquis le cœur des San-Franciscains, qui se mobilisent pour préserver ces véhicules à l'allure si particulière. 4 lignes sont toujours en service
et offre un moyen de transport 100% écologique. Aucune émission, pas d'essence ni de gaz, seulement des câbles pour faire avancer les wagons. Aujourd'hui, l'entreprise de gestion des transports en commun de la ville a la charge de l'entretien du cable car. Dans cet entrepôt se trouve le cœur de la mécanique. Vous voyez, ce sont les roues qui font bouger le câble et le câble lui-même pour les lignes de Powell, Mason, California et Hyde. Et là, ce sont les moteurs qui sont alimentés par un générateur. 13 km de câbles tournent en permanence pour chacune des 4 lignes. Si ce n'est l'électricité qui a remplacé le charbon pour alimenter les moteurs, la technologie n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. Parfois, ces câbles cassent. Alors, on a une alarme qui se met en route et on arrête le service sur la ligne. S'il y a des réparations à faire, on les fait. On met un joint et sinon, on change le câble. La maintenance est très lourde. Chaque nuit, les 40 voitures sont rangées au dépôt et soigneusement inspectées. Gordon Miller travaille ici depuis 14 ans. Son père était gripman avant lui et il connaît chaque détail de la mécanique de ces vieux tramways. Les semelles des roues à l'avant, elles durent 4 à 6 mois environ. Cette pièce de bois là, sur ce côté ou sur le rail arrière, c'est le frein principal. C'est fait en bois de pin et on les change tous les 3 ou 4 jours. Ils ont essayé d'utiliser d'autres matières, mais ça ne marchait pas. Ce n'est pas un moyen de transport rentable. On dépense plus d'argent pour maintenir le système et faire les réparations que ce qu'il rapporte. Donc, ce n'est pas un bon business. Très cher à maintenir et pas toujours très pratique. Le cable car ne fonctionne que dans un seul sens, si bien qu'arrivé en bout de ligne, le conducteur doit lui faire faire demi-tour manuellement. Pourtant, à San Francisco, le cable car n'est pas près de disparaître. Désormais, il fait partie du patrimoine américain. Allez, vas-y, à fond. Oui, non. Et là, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Gérard, parle-nous de l'intérêt du transport guidé. Et pour commencer, c'est quoi le transport guidé? Le transport guidé, eh ben justement, on se sert d'un guide pour mettre un véhicule dessus. Ça veut dire qu'on a une voie dédiée uniquement pour ça. Ça permet en même temps de transporter beaucoup plus de monde parce que les espaces sont protégés. Alors il peut y avoir des rails, transport guidé, il peut y avoir du téléphérique, transport guidé sur un câble, il peut même y avoir des voitures philo-guidées, c'est-à-dire un message dans la chaussée et on se met comme des trains en file indienne. Voilà, transport guidé, c'est ça. On n'a pas le choix du trajet, mais on transporte beaucoup plus de monde. Plus de monde ou plus de marchandises, sans embouteillage, sans encombrement. Et on va plus vite puisque la voie est dédiée. Autre avantage, la diminution des collisions, sauf éventuellement au passage à niveau. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit de plus en plus apparaître des téléphériques urbains. Voilà, c'est une... À Medellín, voilà. À Londres, à New York. Quel est l'avantage du téléphérique par rapport au tramway? Alors on appelle ça le métrocable parce que ça s'intègre dans un réseau de transport, surtout quand on a à survoler des zones, comme des voies ferrées par exemple, ou des cours d'eau. Et c'est beaucoup moins cher. On estime que l'achat et l'exploitation d'un téléphérique est 4 fois moins cher que le coût d'un tramway en ville. Avantage du téléphérique aussi, c'est le peu d'encombrement en ville. Alors, il y a peu d'encombrement en ville parce qu'on a juste à mettre les poteaux qui soutiennent les câbles. Donc ça ne coupe pas les territoires, c'est quand même important, ne serait-ce que pour la biodiversité. Et puis voyager en silence dans un téléphérique, ça met du cœur à l'ouvrage pour aller au boulot le matin. Très chouette. Les téléphériques urbains devraient apparaître en France en 2016. Pour commencer, à Brest. Voici la maquette du futur téléphérique de Brest. Et à Paris? Et alors à Paris, on a lancé apparemment l'appel d'offres, donc ça devrait se construire entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, parce qu'il y a à survoler justement des voies ferrées la Seine, donc ça va arriver d'ici 4 ou 5 ans. Oui, il y en a un téléphérique là. Oui, on va le mettre en route. Allez. Bravo. On est bien là, comme deux vaches, à regarder passer le train. Oui.
Le transport guidé, Gérard, ça a été une innovation majeure pour les transports en commun au 19e siècle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore un support d'innovation? Alors pour le savoir, je me suis rendu en Allemagne, qui a une grande culture du ferroviaire, et plus précisément à Berlin, qui accueille tous les 2 ans un salon nommé InnoTrans. Berlin est légitime parce qu'il est un des plus grands réseaux de tramways au monde. InnoTrans, c'est l'objet de la chronique de Gérard Felzer. Bienvenue à InnoTrans, la plus grande foire ferroviaire du monde. 55 pays, 2700 exposants. Et nous sommes ici dans une organisation à l'allemande et je suis ici entouré d'humanoïdes quelque part. Pour l'instant de belles jeunes filles, mais bientôt des robots, parce que nous sommes dans un monde connecté. Et ça s'applique également aux ferroviaires. Suivez-moi. Dans ce salon, les entreprises du secteur présentent ce qu'elles ont imaginé et développé afin d'améliorer dans tous les domaines le voyage ferroviaire. Et le marché est gigantesque. Rien qu'en France, chaque jour, 15 000 trains circulent sur les 30 000 km de voies ferrées, soit 10 trains chaque minute. Alors imaginez un instant la quantité de voyageurs et de trains à l'échelle de la planète. C'est pourquoi les entreprises rivalisent d'innovation pour séduire les futurs passagers. On connaissait les concept cars, il y a ici les concept trains. Et beaucoup de connexions informatiques, évidemment, pour une aide aux passagers. C'est peut-être pour ça aussi que les Japonais viennent en force. Et Hitachi, ici, a conçu ce AT200 qui est hyper conceptuel. Et vous allez voir pourquoi. Je peux réserver avec mon smartphone, ici, ma place. Une fois que j'ai réservé ma place, eh bien, j'ai le chemin pour aller directement à ma place. Une autre innovation, mais ça concerne les bagages cette fois-ci. Je pose mon bagage ici et je suis muni d'un tag avec un émetteur à distance. Donc avec mon smartphone, je reconnais le numéro, je mets mon bagage ici et ensuite je peux partir à ma place, j'aurai une alerte si quelqu'un partait avec mon bagage par exemple. C'est du confort et de la sécurité. Chez Alstom, on voit les transports encore plus loin. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans la connectivité des technologies qui sont déjà au point, on n'attend plus que les clients. L'innovation chez Alstom ici, c'est qu'on est dans une place connectée. Le passager fait exactement ce qu'il veut. Il a accès à toutes les informations. Par exemple, on peut savoir exactement sur une carte où on en est, en géolocalisation, comme dans les avions. Mais on peut également commander son repas à distance. J'appuie là-dessus et j'ai mon plat qui s'affiche. Nous arrivons à Madrid, s'affiche la carte de la circulation automobile dans la ville, donc on a déjà une information. On a même eu le temps de commander sa voiture si on commande une voiture de location. Bref, une information en temps réel bien utile. Tous les 2 ans se retrouvent ici des centaines de constructeurs ou d'exploitants pour proposer des solutions nouvelles. Mais on pense déjà au transport en 2050 et là probablement ce sera un mélange entre l'aérien et le terrestre, entre la voie ferrée et l'avion, comme l'un des projets que l'on voit ici. De la prospective certes, mais ça donne des idées pour le futur. Sabine? Oui. Gérard? Je peux t'offrir un livre? Mais oui! Voilà, fantastique, Clive Lemming. L'histoire fantastique des trains, tous les projets complètement fous de trains, de tramways, en lévitation et tout, c'est là-dedans. Et puis ça vient de sortir. C'est la France en train, avec les cheminots d'époque, etc., le luxe. Et ça a l'air magnifique. Bon alors attends, moi aussi je t'en offre 2. Un peu plus ancien, mais tu y trouves tout sur le tramway. L'Atlas du tramway dans la ville française de François Lenné, aux éditions de la Recherche, et le tramway en France de Jean Trécoire, édité par La Vie du Rail. Chacun à leur manière sont des ouvrages qui racontent la naissance du rail en France, son abandon, et puis sa renaissance dans une logique de développement durable. Hop, bonne lecture. Et pour ne pas être en reste, un tramway nommé Désir, ça c'est le soir. nous, c'est les transports nommés Désir. Le tram renaît, mais peut-il se développer partout? Comment, par exemple, l'intégrer dans un environnement à fort caractère patrimonial? Depuis août 2013, le tram de Tours est entré en service, une ligne de 15 km. Et pour l'intégrer dans un paysage architectural classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, de nombreux acteurs ont été sollicités. Des urbanistes, des paysagistes, des artistes également, comme le célèbre Daniel Buren.
Pour de nombreux spécialistes de la mobilité, le tramway de Tours est l'équipement de transport urbain le plus abouti d'Europe. Certains le qualifient même d'œuvre urbaine, unique au monde. Pourquoi cette ligne de tramway a-t-elle autant les faveurs des experts et des usagers? Régine Charvet-Pelleau est devenue incontournable dans le domaine du design des transports publics. À la tête de l'équipe qui a imaginé et construit cet équipement, elle a eu l'idée de faire appel aux meilleurs artistes et urbanistes français. Si le projet est réussi, c'est en partie parce que le syndicat de transport de la ville a, dès le début, imposé des exigences pertinentes. La question posée était, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous créer l'identité de la ligne de tramway de Tours? Et là, c'était très différent comme questionnement. On ne nous demandait pas de faire juste le design du matériel roulant ou d'aménager les abords. On nous demandait d'avoir une vision globale. Et l'intérêt de cette vision globale a permis effectivement de proposer chacune des pièces, mais en cohérence et en harmonie avec la ville. Mais comment faire pour que le tramway s'intègre au mieux dans la ville de Tours, surtout quand le patrimoine de cette cité est autant marqué par l'histoire? L'idée la plus forte du projet, c'est que le tramway doit devenir un paysage de la ville, tout comme le sont la Loire, les jardins et les bâtiments historiques. Le tramway de Tours, il est le reflet des paysages de la Touraine, mais il est aussi le reflet des usagers de la Touraine. Et quand on regarde le tramway, on s'aperçoit, mais on aperçoit aussi la ville dedans. C'est-à-dire qu'il donne à chaque fois une autre dimension à la ville. Pour y parvenir, l'équipe de Régine Charvet-Pelleau, en collaboration avec les ingénieurs d'Alstom, a fait appliquer sur les 21 rames un habillage unique permettant de capter la lumière des paysages traversés. Daniel Buren, plasticien mondialement reconnu et acteur du collectif de ce projet, a imaginé une œuvre graphique, en mouvement, en s'appuyant sur ces fameuses bandes alternées noires et blanches. Ici, on est devant l'un des tout premiers croquis que j'avais fait pour montrer l'idée du rapport entre le quai et le tram dans son entier. Je trouve assez intéressant de montrer que le quai, en tout cas, et le tram sont d'une certaine façon une seule et même chose. Lorsque le tram s'arrête, dans un sens ou dans l'autre, on a un objet unique qui concentre de façon visuelle, en un seul moment, l'objet roulant et l'objet fixe, tram et quai. L'intervention du collectif s'étend sur 500 mètres de part et d'autre des 15 km de la ligne, soit 40 hectares d'aménagement urbain. La mise en service du tramway a permis de révéler l'architecture de Tours. Le pont Wilson est ainsi débarrassé du trafic automobile. Daniel Buren a également imaginé l'aménagement d'une des places majeures de Tours pour la transformer en écrin du tramway. C'est comme un grand sens giratoire et le tramway arrive par ici et débouche dans cette tranchée. Je redessine ce cercle et j'amorce la descente vers la Loire. Si le tramway de Tours est autant novateur, c'est aussi parce que le voyage à bord est une expérience sensorielle unique. Mon conseil. L'aménagement intérieur a été pensé comme une place publique, dans laquelle les passagers peuvent s'asseoir autrement que dans un tramway ordinaire. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était changer l'espace classique de l'intérieur d'un tramway. C'était déstructurer, avoir un autre point de vue. Donc la couleur est asymétrique. On a un panneau rouge très très fortement laqué qui donne une véritable modernité pour ceux qui ont envie de voyager de ce côté un peu tonique. Et de l'autre, quelque chose de très doux et mat, une espèce de beige qui ressemble au beige de la pierre de la ville de Tours, comme si on construisait d'une façon urbaine. Enfin, l'intérieur des rames rend hommage au compagnonnage. 21 bourgeons en métal ont été réalisés au creux des branches de la barre de maintien. Nous avons demandé aux compagnons qui existent ici
c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le métal, et des jeunes lycéens, des lycées professionnels, de créer un objet entièrement métier d'art, entièrement artisanal pour symboliser cette magnifique identité de la ville. Et là où c'est extrêmement formidable, cette idée, c'est qu'en plus nous avons mobilisé 300 élèves des lycées professionnels qui peuvent dire maintenant, c'est moi qui l'ai fait, dans chacune des rames du tramway de Tours. La commande artistique de l'ensemble du tram de Tours a représenté 2 millions d'euros sur un budget global de 433 millions d'euros. L'objectif de transporter 55 000 voyageurs quotidiens a été atteint dès la première année d'exploitation, au lieu des 3 années, comme cela a été prévu. Et parallèlement, le trafic des lignes de bus connectées au tramway, lui, a bondi de 25%. Une nouvelle vie pour les anciennes infrastructures. À Paris, la Petite Ceinture est une ligne de chemin de fer longue de 32 km, fermée aux voyageurs en 1934, puis aux marchandises en 1985. Aujourd'hui, les projets fleurissent pour réinsérer ce patrimoine ferroviaire dans la vie parisienne. Il est même question d'une piste cyclable géante. Passé, présent, futur, Transportez-moi vous emmène à la découverte de la Petite Ceinture. Quelle expérience. N'est-ce pas, hein? En ouvrant cette fenêtre, l'esprit de Daniel est propulsé plusieurs décennies en arrière, lorsque la Petite Ceinture se donnait en spectacle. Le décor est toujours là, gigantesque, et passe au pied de l'immeuble de Daniel, dans le 19e arrondissement de Paris. On voyait la fumée et on entendait le bruit d'enfer que ça fait. Un train à vapeur, ça fait plus les wagons derrière qui faisaient du bruit. En plus, ils passaient toujours à peu près à des heures régulières, donc on savait très bien qu'à 4 heures ou à 5 heures, il allait en passer un. On fermait les fenêtres, surtout, parce que disons que la pollution entrait dans la maison. Les trains que Daniel observait depuis les années 60 circulaient déjà depuis un siècle sur la Petite Ceinture. Elle faisait alors le tour de la capitale en 32 km, reliant 36 gares. Pour les passionnés, c'est presque un monument de Paris dont l'histoire commence lors du Second Empire. 1851, décision de construire une ligne de chemin de fer qui a fait un tour de Paris. Par étapes, de 1852 à 1869, on ouvre les différents tronçons et en 1869, on fait le tour de Paris. Initialement, c'est plutôt pour du trafic marchandises et puis progressivement, il y a un trafic voyageurs qui apparaît sur la ligne. En 1900, alors que Paris accueille l'exposition universelle, 39 millions de voyageurs se bousculent dans les trains, qui aux heures d'affluence partent toutes les 5 minutes. Mais cette année-là aussi, un autre moyen de transport parisien est inauguré, la première ligne du métropolitain. Pour la Petite Ceinture, c'est le début de la fin. Petit à petit, la ligne de chemin de fer, elle perd ses clients parce que le métro répond à des besoins beaucoup plus évidents avec une meilleure desserte. En juillet 1934, faute de passagers, le service voyageurs est suspendu. Il ne sera jamais réactivé. Seuls quelques trains de marchandises, comme ceux observés par Daniel depuis sa fenêtre, continueront à circuler jusque dans les années 70. 80 ans après le passage des derniers trains de voyageurs, le décor de la Petite Ceinture est resté figé, résistant plus ou moins bien au temps. Des dizaines de ponts, de gares et des traces devenues presque invisibles aux yeux des Parisiens. Quant à la double voie ferrée, elle a elle aussi traversé le temps, parfois sous la végétation. Une nature envahissante que tentent de maîtriser les travailleurs d'une association de réinsertion. Donc nous, notre rôle, ça va vraiment être de la dégager des voies, permettre d'entretenir le patrimoine ferroviaire, mais tout en lui permettant aussi de se diversifier, de se développer. D'ailleurs, la Petite Ceinture, c'est un endroit où on rencontre une diversité d'habitats pour la faune. Et il y a parfois des inventaires qui sont réalisés par des écologues qui viennent compter les insectes, les papillons, les oiseaux qu'on peut retrouver dans cet endroit. Ces kilomètres de verdure dans Paris fascinent Pierre Folck. Depuis 2010, ce photographe parcourt la ligne, utilisant une chambre noire contemporaine de l'époque où les trains à vapeur circulaient encore. Quand je me suis intéressé à la Petite Ceinture, c'était vraiment dans l'optique de raconter la façon dont, quelque part, on consomme le monde
dont on construit des infrastructures qu'on abandonne quand on change de paradigme. Et c'est vraiment à ces traces-là que je m'intéresse. Et pour moi, la petite ceinture, c'est vraiment une de ces cicatrices. La petite ceinture n'est pas totalement désaffectée. Depuis 1988, le quart nord-ouest du réseau est emprunté par les trains du RERC. Mais que faire du reste de la ligne? Ce qui est assez fascinant à Petite Ceinture, c'est qu'on est donc dans Paris, sur une infrastructure qui est quasiment pas utilisée. On a 23 km dans la ville qui aujourd'hui sont un petit peu en sommeil. Donc c'est un enjeu démentiel. Lors des élections municipales de 2014, l'avenir de ce gigantesque espace est devenu un enjeu politique. Pour l'équipe d'Anne Hidalgo, la petite ceinture doit changer d'usage. À partir du moment où on est dans une ville extrêmement dense comme l'est Paris, on ne peut pas imaginer de remettre un système de transport comme on l'avait fait au siècle dernier ou encore au 19e siècle. Et donc ça veut dire qu'il faut inventer autre chose. L'opposition au Conseil de Paris propose elle aussi une reconversion de la petite ceinture. Il y a la possibilité, et donc c'est ce que j'ai proposé, de faire une boucle de 30 km. Et je voudrais aussi que cette boucle soit connectée sur un réseau à l'intérieur de Paris pour en faire un très grand réseau cyclable. Dans le 15e arrondissement, une partie de la voie a été aménagée en promenade sur 1,5 km. Cet espace préfigure ce que pourrait devenir l'ancienne ligne ferroviaire sur presque toute sa longueur. Vers 2020, Daniel pourrait alors voir passer non plus des trains, mais des promeneurs sous ses fenêtres. Ce numéro de Transportez-moi est maintenant terminé, mais on se retrouve quand vous le voulez sur... Transportez-moi.fr. Et sur... Transportez-moi.fr. D'accord. Et sur notre page Facebook. Et enfin sur... Sur Twitter, évidemment. Hashtag Transportez-moi. Évidemment, c'était pas sûr. Hein. Non, pas du tout. Ce numéro de Transportez-moi est maintenant terminé. Sport guidé, ça permet d'avoir... Innotrans, la chronique qui vous est tout. Il est le premier tramway à fraction. Tramway à fraction. Est-ce que c'est en scope? Alors c'est un inconvénient, mais c'est un avantage aussi. Parce que je sais pas. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.